Si pour vous aussi, les détails déco sont importants, alors tendez l'oreille car avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler de Meljac qui soutient Décodeur en septembre. Vous voyez cet interrupteur en laiton avec un petit levier en forme de goutte d'eau? C'est une création iconique signée Meljac qui fête ses 30 ans cette année. D'autres modèles sont venus compléter la gamme bien sûr, ainsi que des prises de courant, des prises de sol, des liseuses et tout ça se décline dans un large choix de formats et de finitions dans des matériaux nobles comme le laiton massif, le verre trempé ou la porcelaine de Limoges. Chez Meljac, on marie qualité irréprochable made in France et design raffiné, ce qui n'est pas sans déplaire aux architectes, décorateurs, électriciens, mais aussi aux particuliers. En plus du savoir-faire traditionnel, Meljac continue bien sûr d'innover, de développer des gammes, des exclus, des collabs et beaucoup de réalisations sur mesure en France ou à l'international, ce qui fait la grande force de l'entreprise. Une manière d'offrir un vrai service aux clients et de les laisser exprimer leur créativité. Meljac, c'est une petite entreprise devenue une référence qui permet de transformer des appareils fonctionnels en objets de toute beauté et ça, c'est tout ce qu'on aime. Allez, maintenant place à l'épisode. Stylé, c'est la nouvelle émission de Décodeur. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et dans Stylé, vous entendrez une personnalité qui n'est pas forcément du monde de la déco, contrairement à tous mes invités jusqu'à maintenant, mais qui a du style. Quelqu'un qui nous inspire, qui nous influence et ensemble, on va entrer chez elle de manière fictive et déambuler pièce par pièce pour en savoir plus sur ses goûts et son univers. Une immersion dans un intérieur au sens propre comme au figuré. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains et même les précédents puisqu'il y a plus d'une centaine d'épisodes en ligne, que ce soit sur les tendances déco, les actus, les conseils pratiques et bien sûr avec plein d'invités passionnants. Vous pouvez aussi suivre les aventures de Décodeur sur Instagram. D'ailleurs, quand vous partagez l'épisode en story ou que vous m'écrivez des messages, il n'y a rien qui me fait plus plaisir. Merci beaucoup d'être là et bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Amélie Pichard. Comment vous présenter Amélie Pichard dont l'univers s'étend bien au-delà de la mode, car c'est comme ça qu'elle a commencé en lançant sa marque en 2011. Après tout un parcours entre sacs iconiques, boutiques comme des expériences, exploration de nouvelles matières, la créatrice est devenue chercheuse, c'est elle qui le dit. Chercheuse, elle va nous redire juste après, chercheuse d'idées, de concepts. Elle est donc désormais aussi consultante, curatrice et même directrice artistique, notamment pour le prochain salon Maison et Objets de septembre. Personnellement, j'aime depuis ses débuts son univers engagé, audacieux, drôle, authentique, décalé, en tout cas unique. J'étais donc très curieuse d'en savoir plus sur son intérieur. Bonjour Amélie. Salut. On est devant chez toi, on va dire qu'on est devant chez toi. Ouais. Ça ressemble à quoi? Alors déjà, tu arrives et t'entends les oiseaux, tu es dans la forêt, il n'y a pas de voisins et il y a une maison verte plantée comme ça en plein milieu de la forêt, dans une clairière. Quand même, c'est important de l'imaginer parce que c'est très ensoleillé du coup, vu que les arbres ne recouvrent pas la maison. La maison, elle est au cœur de la forêt, dans une clairière, plein sud, et elle ressemble un peu à une villa californienne. C'est une maison de plein pied, et t'es dans le Perche. Et c'est une petite maison? C'est une maison quand même qui fait 130 mètres carrés, donc elle n'est pas petite. Je fais le ménage, donc... Tu sais bien. Malheureusement. Tu m'as invitée, on va dire que tu m'as invitée, donc je ne suis pas venue les mains vides. T'aimerais que je sois venue avec quoi? J'espère un dessert. Parce qu'ici, c'est pas à la folie quand même, niveau boulangerie-pâtisserie. Je suis un peu frustrée. Et d'ailleurs, le boulanger qu'on avait qui s'appelait Pichard, donc on s'était dit que c'était un signe quand même, après 5 ans de recherche de maison, de se dire que le premier boulanger, il s'appelait Pichard, et il était incroyable, et il vient de vendre. Parce que on sait que tous les boulangers souffrent en ce moment. Et donc je ne sais pas de ce que je vais pouvoir manger. Donc j'espère que tu as ramené un dessert. Ok, j'ai apporté un dessert. Alors, on entre dans la maison, mais on va peut-être commencer directement par la chambre, parce que je fais toujours des petites recherches sur mes invités. Toi, j'ai cru comprendre que tu avais une passion pour les lits. Oui, je travaille de mon lit, déjà. Et de ton lit? Dans ton lit? Dans mon lit, ouais, sous la couette.
Alors comment, techniquement? Comment tu poses ton ordi? Alors déjà, je mets plein d'oreillers dans mon dos et sur mes jambes. Mais maintenant, j'ai le support à ordinateur, surtout là en pleine canicule, sinon c'était horrible. Et donc, l'ordinateur, il chauffait trop. Mais donc, sinon, je le pose comme ça. Et voilà. C'est un endroit où j'ai besoin, par exemple, faire la compta. Je ne peux pas faire ça assis, faire des tableaux, rechercher des mails, des factures, des trucs. Et il faut que je sois confortablement installée. Et quand je travaille, je ne sais pas, sur Photoshop, InDesign, ce genre de choses, pareil, j'ai besoin d'être allongée, d'avoir tous mes visuels et de réfléchir de ça. Par contre, les idées ne me viennent pas dans le lit. C'est plutôt en mouvement et tout. Mais le moment où je dois poser les choses à plat, c'est dans le lit que je le fais. Et tu as des petits carnets et tout ça? Ouais, j'ai plein de carnets tout le temps. Je me dis, c'est pas possible, j'aimerais avoir un seul carnet. Mais en fait, comme je suis tout le temps sur plein de sujets très différents, je peux pas avoir ça. Donc, il me faudrait un carnet par sujet. Mais du coup, donc finalement, mon meilleur ami, c'est quand même mon téléphone. Et c'est aussi un truc que j'ai développé quand j'étais enceinte. J'arrivais plus à travailler du tout assise. Donc déjà, j'ai pas trop aimé ça, à travailler assise. Mais enceinte, c'était impossible. Donc, je travaillais tout le temps allongée. Pas avec mon ordi, avec mon téléphone. Et en fait, pendant quasiment 3 ans, j'ai plus touché à mon ordinateur parce qu'après postpartum, etc., j'avais pas le temps de prendre mon ordi. Et donc, j'ai découvert et développé des skills avec mon téléphone. Donc, finalement, je pourrais tout faire avec. Elle ressemble à quoi, ta chambre? Et alors, ma chambre, il y a un très grand lit en plein milieu, un 180. J'aurais du mal à réduire le lit maintenant. Et un mur de placard en miroir, parce que comme ça permettait d'agrandir la chambre et qu'il n'y a rien d'autre. Et au pied du lit, vraiment tout au bout, il y a un tout petit bureau que je fantasme, qui fait, je sais pas, 80 de long, même pas. Et il y a un crayon, un post-it et pas grand-chose. Et quand même, de temps en temps, j'ai besoin quand même de me poser, par exemple, pour faire des visios. C'est mieux que de le faire dans le lit. Et juste au pied du lit, il y a une grande baie vitrée qui donne sur la forêt. Et maintenant, j'ai un tapis de marche aussi. Qu'est-ce que c'est un au pied de mon lit. marche? C'est comme un tapis de course, mais qui te fait que marcher du coup. Et en fait, parce que je me disais, ça va être super, dans la forêt, je pourrais marcher tout le temps. Parce que quand j'étais à Paris, je marchais beaucoup, même si je sortais très peu de mon quartier, j'étais à Bastille. Mais il y a quand même ce truc de sortir sans but, c'est génial, tu peux le faire à la campagne. Je sais pas, j'ai eu comme un besoin de pas sortir de chez moi, de pas je sais pas, réfléchir si je vais me faire écraser par une voiture ou si je vais me faire mordre par une tique dans la forêt. Et du coup, je trouve que le tapis maintenant m'aide vachement à libérer comme ça un peu mes idées le matin quand je me réveille. Et donc je marche 20 minutes, c'est pas beaucoup, mais et donc après je fais mes vocaux, mes machins, ou je passe mes coups de fil. Et d'être dans le mouvement, c'est quelque chose qui me met vachement en marche. Mais après, dans la journée, j'ai vraiment besoin d'être à l'horizontale, quoi. Ah ouais. C'est assez drôle. Ouais. Comme si j'avais besoin de ne pas sentir mon corps, comme s'il n'y avait que ma tête. Comme si je ne devais pas me soucier d'autre chose que de ce à quoi j'étais en train de réfléchir. Et après, tu remarches le soir? Et après, ouais, ça m'arrive. Bon, après, je fais aussi des cours de gym en visio et tout. Okay. Oui, puis je vais chercher ma fille à pied, qui est un peu plus loin dans la forêt chez sa nounou. Donc, un peu plus loin dans la forêt, j'adore. Il y a quoi sur ta table de chevet? Des livres que je ne lis jamais. Plein de livres. C'est vraiment mon grand désespoir, ça, de jamais avoir... de toujours avoir à faire. Et ça m'empêche toujours de prendre du temps pour lire. Et j'ai ma crème pour les mains et mon baume à lèvres de Ella Briquette. J'aime tellement sa marque, donc je suis obligée de la citer. Et parce que vraiment, leurs produits sont trop bien. Et cette crème, je suis très sensible aux odeurs. L'autre fois, je travaillais et j'avais pris une crème que j'avais récupérée dans un hôtel. Et en fait, cette odeur, pendant que je travaillais, m'énervait profondément. Et donc, c'est le truc qui me rend agressif. Donc, je suis très sensible aux odeurs. Donc, cette odeur-là, j'adore. Et après, pas grand-chose. Toujours un chargeur qui traîne. Et quand même, j'ai toujours un petit calepin. Souvent, c'est d'ailleurs des petits calepins d'hôtel qui tournent et tout. Parce que je suis une fanade de post-it. J'ai besoin d'écrire des trucs. Et après, j'adore trier et mettre à la poubelle tout ce que j'ai écrit. Voilà. Ok. Alors, comme tu es à la campagne, est-ce que tu es team volet, rideau ou rien du tout? Alors, je fantasmais d'être rien du tout. Mon mec, lui, voulait absolument dormir dans le noir. Moi, je me disais, mais non, on va être dans la nature. J'ai envie de me coucher avec les éléments et de me lever avec le soleil qui se lève. Bon, en pratique, c'est pas trop possible parce que je suis quand même une lève tard. Et donc, au final, on a un store occultant.
parce que j'aime pas les rideaux. Donc, je veux avoir le moins de trucs qui soient autour de ma fenêtre. Et donc, c'est vraiment juste un store en rouleur blanc qu'on voit pas. Et puis, quand je le déroule, voilà. Ok. On va passer à la chambre d'enfant. Donc, tu as un enfant, je Oui. crois. Comment tu as décoré sa chambre? Est-ce que tu l'as décorée? Est-ce qu'elle est particulière? Non, bah, c'est très drôle. J'ai pas voulu la décorer, justement. J'avais pas envie que dans ma maison, il y ait une chambre d'enfant décorée d'enfants. Déjà que ma maison est décorée de jouets qui traînent partout. Et sa chambre, je voulais pas. Donc, au début, de toute façon, elle avait les petits listos de bébé, quoi, qui étaient modulables, on va dire. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, et qui était sur roulette, donc des fois elle était dans notre chambre, des fois dans cette chambre. Et en fait, comme on a quand même souvent des invités, j'aimais bien l'idée que dans sa chambre, il y a toujours un lit de place pour les invités. Et finalement, à l'âge de 2 ans, plutôt que de la passer dans un lit un peu plus grand d'enfant de 2 ans, on l'a mise dans un lit de place. Donc elle dort dans un lit de place, elle a un très grand lit du coup. Et comme ça, quand on a du monde, bah, on la met sur un futon par exemple dans notre chambre, et il y a des invités qui dorment dans son lit. Ok. Et après sur les murs, pareil, il n'y a pas grand-chose. Voilà, c'est très blanc. Oui, il n'y a rien Très du blanc, tout, ou ouais. c'est adulte, tu veux Non, dire? c'est pas adulte. C'est quand même, je lui ai pris des petits filets fit que j'aime trop, où on met des pluches dedans, parce que ça fait un peu comme si elle vivait dans un camping-car, du coup. Et après, j'ai mis vraiment juste des étagères, et puis dessus, elle peut mettre ses petits bijoux, ou les livres qu'elle aime bien, ou les albums photos. Mais il y a pas, c'est pas une grande déco, quoi. Je voulais pas de trucs d'enfant. Et même ces draps. C'est très drôle, un jour je lui ai proposé de choisir ses draps. Bon, finalement, je ne l'ai pas écouté parce que forcément, elle voulait un truc hyper enfant. Et en fait, moi, j'ai acheté blanc, quoi. Mais après, elle est contente parce qu'elle dit comme ça, c'est comme ceux de maman et papa. Et de temps en temps, elle a quand même évidemment droit à des. En ce moment, elle a un oreiller qui était à moi quand j'étais petite, avec une princesse dessus. Elle a évidemment tout ça. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal à me dire qu'on va faire un truc très enfant. Est-ce que tu as une palette de couleurs, toi? Oui. Bah, c'est blanc. En fait, pour la maison, j'avais vraiment envie que ce soit le plus neutre possible et qu'on en soit plus sur après de la matière. Donc du coup, on a pas mal de Syporex brut qui est blanc. Du coup, on l'a pas du tout recouvert. On va avoir du bois, on va avoir du métal. Les fenêtres, elles sont en alu. C'est un peu neutre du coup. Et la maison est verte. Et en fait, comme tout autour, on est encerclé de ce vert qui change d'ailleurs tout au long de l'année. Mais quand c'est comme en ce moment, c'est vert chlorophylle, quoi. Je trouvais ça hyper dérangeant d'avoir la couleur à l'intérieur. C'était déjà trop, en fait. Donc, finalement, je voulais à l'intérieur, il y ait le moins de trucs possible en couleur. Et la seule chose qu'on a en couleur, c'est notre cuisine. En fait, tout est ouvert dans la maison. Et la cuisine et la table de la salle à manger, c'est en plaquage Ettore Sottsass avec Alpi. Et où en fait ça fait comme un motif d'arbre avec les rainures des arbres et tout, mais là il est jaune, un peu passé, et la table elle est grise. C'est un peu la seule couleur qu'on a dans la maison. Ok. Dans la chambre qui dit enfant, toi tu voulais faire quoi, petite? Moi je pense que je me suis pas posé la question parce qu'on m'a tout de suite dit que quand j'étais en maternelle, donc ça, c'était quand même très rapide, on m'a dit « Ah, elle sera couturière ». Alors, c'était le terme qu'on disait à l'époque, parce que je dessinais tout le temps des bonnes femmes. Mais en vrai, je pense pas que j'avais spécialement envie de ça, d'ailleurs. C'est juste que moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur l'image. L'image de la femme, son évolution. Je passais mon temps à dessiner des bonnes femmes de 5 ans à 50 ans. Je m'arrêtais à 50 ans. T'as grandi dans quel genre d'environnement? Entre la campagne et la ville. Mon père à la campagne, ma mère à la ville. T'es très créative, je disais dans l'intro, audacieuse. Est-ce que tu l'étais très jeune ou est-ce que ça s'apprend ou est-ce que c'est selon, tu vois, ton parcours de vie? Comment tu le cultives? J'étais très timide, donc je pense pas qu'il y avait une sorte d'audace, mais je pense qu'elle est à l'intérieur de soi quand quelqu'un ou des personnes nous guident à la plus peut-être l'assumer. Et moi, c'est arrivé à l'école. Quand je suis arrivée à l'école de mode, on va dire, j'ai vraiment eu enfin l'impression que je pouvais être qui j'étais vraiment. Parce que c'est sûr qu'avant, c'est pas tout le cursus scolaire traditionnel qui t'incite à ça. Donc, tu rentres dans une case jusqu'à sortir du bac où là, on te demande ce que tu veux faire, mais qu'est-ce que tu peux... Enfin, c'est impossible pour moi. Je pense qu'à 18 ans, un jeune ne peut pas savoir vraiment ce qu'il peut faire plus tard. Donc toi, comment tu as eu cette idée de quand même d'aller vers la mode? Comme finalement, j'étais
Oui, je pense que j'étais un peu bloquée, moi, par le système scolaire, ça me plaisait pas du tout. Et quand j'ai commencé à dire que je voulais être styliste, on me disait, il n'y a pas de débouché, ça te passera, laisse tomber. Hein. Et en fait, tout s'est décoincé avec l'émission C'est mon choix, où elle faisait du relooking. Et moi, je faisais ça depuis que j'étais toute petite. Je relookais toutes mes copines, ma grand-mère, tout le monde. J'aimais trop ça. Et encore une fois, on était sur l'image. Et, euh, et quand c'était les débuts d'Internet, et on a contacté une nana qui était relookeuse. Je crois que c'est ma mère qui avait envoyé un mail d'ailleurs. Et elle avait dit, bah, je conseille à votre fille de faire une école de stylisme. Et donc, c'est pour ça que finalement, j'y suis retournée dans ce que potentiellement on attendait de moi, en fait. Enfin, de ce qu'on m'avait mis dans la tête depuis que j'étais toute petite. Et finalement, c'était un très bon choix. Je suis arrivée à l'école, j'étais au paradis, quoi. Donc, ça a duré 3 ans, c'était génial. Ok. Et alors après, peut-être que je peux le résumé très Ouais. grossier de ton petit parcours. Comme ça, je t'embête pas avec ça. Si je le Ouais. résume très grossièrement et tu me dis s'il y a des petites Ok. coquilles. Donc après, donc tu as fait tes études en stylisme. Après, tu as lancé ta marque de mode, Amélie Pichard. Tu avais des boutiques. Donc tu as un goût qui est très sûr, qui était très suivi, qui est quand même assez avant-gardiste. Et au fil du temps, ta marque s'est transformée en un genre de laboratoire. Tu as revu les matières premières. Tu as été l'une des premières à proposer, par exemple, du cuir vegan. Et tu as ficelé une éthique qui est très affirmée. Par exemple, tu fais vraiment la promotion des matériaux naturels. Tu as une production qui est très maîtrisée, uniquement de la précommande, très peu de stock. Tu as fermé ta boutique pour vendre uniquement en ligne et maintenant de manière assez événementielle. Ça s'appelle désormais Pichard d'ailleurs. Bref, il y a beaucoup d'évolutions, de changements. Si tu avais, puisqu'on est toujours dans la chambre d'enfant, une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans ton parcours, dans tes décisions ? Bah, je pense rien au final parce que j'ai fait que apprendre en fait. En fait, tous les choix que j'ai faits n'étaient jamais des choix où je me disais que c'était ça qu'il fallait faire. C'était plutôt, j'ai plus envie de faire ça, donc maintenant je vais faire ça. Et c'était juste, je faisais que des choix où je suivais que mon instinct. Et donc, bah, forcément, bah, qui m'aura pas ramené plein de choses, mais qui m'en aura apporté d'autres. Et du coup, je pense que je ne changerai pas parce que je trouve que c'était hyper intéressant, tous les choix que j'ai pu faire, en fait. Donc, tout ça a été très dur. L'entrepreneuriat, de toute façon, c'est extrêmement difficile quand on est tout seul. Après, je pense aussi quand on est à deux, c'est d'autres problèmes. Hein. Donc, je pense qu'il n'y a pas de miracle. L'entrepreneuriat, c'est dur. Et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai plus envie d'être entrepreneur maintenant. Mais voilà, j'ai adoré, en tout cas, je pense, ce que j'ai fait. Et en plus, mes clientes, qu'elles le soient ou non d'ailleurs, parce que j'avais quand même beaucoup de personnes qui pouvaient me suivre, mais qui n'étaient pas clientes. Et c'était toujours un truc qui m'interrogeait. Je me disais, c'est fou quand même le nombre de filles qui peuvent m'arrêter dans la rue, me parler ou m'envoyer des messages, et qui n'achètent pas de sac pour autant, mais à qui je parle. Et en fait, je pense que c'est ça, c'est que tout ce que j'ai pu raconter par rapport à le fait de vivre plus que travailler, par exemple, a touché vachement de gens. Et je pense que c'est cette sorte de transparence, vérité qui touche certaines personnes. Et c'est ça qui est aussi bien, c'est que bah, ça peut en toucher certains et d'autres pas du tout. Et ça, c'est pas grave aussi. Qu'est-ce que tu appelles vivre plus que travailler ? Bah, par exemple, il y a 3 ans à peu près, j'ai eu un petit turnover dans ma petite équipe. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est le moment d'embaucher que des gens qui ne veulent plus travailler à Paris, vivre et travailler à Paris, des gens qui ne veulent plus vivre à plein temps, des gens qui veulent aussi travailler pour une entreprise dans lesquelles ils sont complètement compatibles aussi. Parce que c'est aussi rare, tu peux travailler pour des boîtes, mais en fait, tu détestes les valeurs de cette boîte, mais par contre, tu as ton chèque à la fin du mois, mais au bout d'un moment, c'est dur aussi. Et en fait, c'est l'offre d'emploi où j'ai reçu le plus de candidatures. Et c'était marrant parce que ça faisait quand même quelques temps que quand je recherchais des stagiaires, et c'était quand même assez rare, mais quand ça m'arrivait, j'étais dépitée vraiment des candidatures et tout. Et là, je m'étais dit, bon, je sais pas, il y a un problème. J'intéresse plus les bonnes personnes, je sais pas. Et en fait, non, je pense que je suis allée, encore une fois, voilà, j'ai parlé sincèrement. Je me suis adressée sincèrement et les personnes m'ont répondu sincèrement. Et en fait, les candidatures que j'ai reçues, bah, c'était des vraies lettres de motivation. C'est-à-dire que les filles, parce que c'était en majorité des filles, partageaient vraiment leur vie et pourquoi elles en étaient là aujourd'hui et pourquoi ce que j'avais pu proposer comme poste résonnait en elles, quoi.
Ouais, parce que tu proposais, c'est ça, un genre de mi-temps Ouais, à distance? c'était 3 jours par semaine à distance parce que je crois pas au télétravail 5 jours par semaine. Enfin, il faut quand même avoir un équilibre avec du physique dans la vie. Et oui, je voulais offrir le choix parce que je trouvais que c'était dur aussi aujourd'hui. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont voulu, bon, notamment après le Covid et tout, mais quitter Paris, faire des choix plus alignés avec qui ils étaient et tout. Et bah oui, notamment quitter Paris pour tout ce que ça implique en termes de coût de vie, par exemple. Et au final, j'ai choisi des filles qui avaient déjà pris le risque. Parce que j'avais tellement de candidatures qu'il a fallu que je fasse un premier choix. Et voilà, et des filles qui avaient déjà fait le pas, qui s'étaient un peu risquées, mises en danger en gros, et qui avaient aussi des compétences dans le domaine que quand même je demandais évidemment, pour aussi moi un peu m'appuyer sur elles. Mais voilà, c'était pas de plein temps et plus du physique. Donc il y en avait une qui allait s'installer à Arles, une qui voulait plus voyager. Donc voilà, et on se retrouvait une fois par mois chez l'une, chez les autres. Et toi, tu travailles d'où? De chez toi uniquement? Ouais. Bah après, en vrai, je viens quand même souvent à Paris maintenant. Bah, je travaille des hôtels, du coup, où je veux faire... enfin, quand je vais à Paris, au final, je travaille pas, c'est que des rendez-vous. Mais, ou alors je vais... Mais les Enfin, rendez-vous, c'est du travail. oui, mais dans le sens où c'est pas là où je produis, mais où j'ai besoin d'être posée. Avant, je passais ma vie à aller dans les hôtels pour sortir de chez moi. Parce que je me disais, il me faut un endroit neutre pour créer. Et j'aimais trop ce truc où tu es dans une chambre, il n'y a rien qui traîne. Et ça me faisait vachement du bien. Et finalement, maintenant, je me suis dit ça ce week-end, j'étais sans mari, sans enfant, pour justement bien travailler, quoi. Et je me suis dit, j'ai enfin trouvé mon endroit, voilà, où j'ai pas, je suis pas trop polluée par l'environnement, par le bazar, par les choses, et où je suis bien pour travailler, quoi. Mais toi, ton modèle là, du coup, d'entreprise, de ce que je comprends, tu privilégies quand même l'humain, tu es très agile et la durabilité aussi. Est-ce que tu trouves que c'est un mindset qui est en train d'être mis en place? Tu te sens suivi ou toi qui es parfois un peu je pense chef de file? je pense qu'il résonne, en tout cas. Ça, c'est sûr qu'il résonne. Et je m'en rends compte vachement parce que bah, c'est un peu tout le temps que quand je vois des gens qui quittent des grosses structures, surtout, me parlent de ça et espèrent, en tout cas, qu'il va se passer des choses dans le bon sens. Mais après, je sais pas, est-ce qu'on est comme dans les années 70 à être des utopistes? C'est pour ça que souvent je me qualifie comme ça, parce que j'ai en effet des visions, des envies et tout. Et où je me dis, ce serait tellement dommage que le monde n'aille pas dans ce sens-là, mais en même temps, bon, bah, est-ce que le monde n'est pas déjà totalement corrompu par juste l'appât du gain? Donc je sais pas, mais en tout cas, maintenant, je pense que je suis plus aussi détendue. Je pense qu'avant, comme ma marque était vraiment le cœur de ma façon de survivre aussi, hein, financièrement, oui, c'était quelque chose qui me préoccupait au quotidien et qui pouvait me stresser parce que bah, j'avais besoin que les gens aient envie d'acheter mieux. Et donc, s'ils ne le faisaient pas, là, oui, ça me mettait face à la réalité de ce monde aussi. Et puis, c'est pas si simple. C'est pas comme si les gens avaient plein d'argent et faisaient n'importe quoi. Donc, mais maintenant que j'ai déporté ça, et c'est pour ça qu'en octobre dernier, j'ai voulu déplacer, et j'ai eu envie que Pichard soit le gâteau de ma vie, mais que ce soit la cerise sur le gâteau de ma vie, pour ne plus dépendre de l'acte d'achat d'autrui. Et ça m'a libérée en fait, parce qu'en fait finalement ça n'avait pas de sens par rapport justement à toutes mes valeurs que je pouvais avoir et que j'avais aussi envie de transmettre, que de finalement me dire, bah oui, c'est pour ça que ça peut pas marcher comme plein d'autres marques marchent. C'est parce que moi, je mets pas au cœur de mon truc de pousser la clientèle à la consommation. Donc dans ce sens-là, maintenant, je suis carrément libérée. C'est plus logique. Et le gâteau de ta vie, alors, c'est quoi? Et bah, du coup, c'est synthétique. C'est mon bureau Comment on conseil. définit alors? Ouais. Comment on définit Bah, synthétique, bah, c'est comme on disait, voilà, comme tu disais tout à l'heure. Donc maintenant, je suis chercheuse. Finalement, c'est ce que j'ai toujours fait avec ma marque, puisque je me suis toujours entourée de talents donc trouver des gens, trouver des talents, que ce soit des créatifs ou même des gens qui font des choses avec leurs mains, et de trouver des idées. Et en fait, finalement, j'ai toujours été un peu une chef d'orchestre, et finalement, c'est ce que je fais avec Synthétique, mais je peux enfin tout faire. C'est-à-dire qu'avant, je voulais tout mettre dans Pichard. En effet, je voulais créer un hôtel Pichard, même si je n'avais pas spécialement envie de l'appeler Pichard d'ailleurs, mais je voulais créer des lieux, je voulais créer que ce soit des produits, des expériences, mais en fait, bon, bah, économiquement parlant, c'était pas du tout possible. Donc maintenant, je peux le faire pour les autres.
Et c'est ça aussi, ça me correspond vachement mieux. Vu que j'aime tout faire, j'ai toujours tout fait dans ma société. Maintenant, je sais tout ce que je veux plus faire. Donc, toute la partie administrative d'une entreprise, on va dire. Mais par contre, que ce soit une vision stratégique, créative, etc. Bah oui, c'est ça que j'ai envie de faire. Et pour les autres, et d'avoir plusieurs clients dans le même mois. Là, c'est ça que je me dis. Je me dis, il faut que... Parce que j'ai envie de garder ça aussi à... Je veux que ça reste un bureau et pas une agence, par exemple. Mais par contre, faire travailler d'autres personnes, enfin qu'on soit des créatifs entre nous. Mais je ne veux plus embaucher de gens, par exemple. Quelle est la différence entre un bureau et une agence? Bah, c'est qu'il n'y a que moi qui suis en physique. Oui, mais voilà. tout à l'heure, tu disais que tu n'étais plus entrepreneur, mais tu l'es toujours d'une certaine manière, non? Oui, je suis maison des artistes, auto-entrepreneur, tu vois. Mais c'est pas pareil. Mais même s'il y a quand même un truc qui est quand même assez identique en termes de finances, de toujours se dire, bon, est-ce que j'aurai toujours des clients le mois prochain? Voilà, c'est ça où je me suis dit un jour, je me suis dit, mais en vrai, ma vie n'a pas tellement changé, financièrement parlant, en termes d'inquiétude, on va dire, mais ça reste quand même une inquiétude qui ne me concerne plus que moi. Là où quand c'est ta société dans laquelle tu as ton nom, si du jour au lendemain elle part au tribunal, tu perds ton nom, c'est quand même la catastrophe. Et quand tu as des employés, enfin moi j'ai commencé à mettre une grosse pression la première fois où j'ai eu 2 employés. J'avais vraiment l'impression que je devais nourrir la famille. Et donc tous les matins je regardais les ventes, c'était pas du tout naturel chez moi. Et tu t'es jamais dit, tu pouvais aller dans une société, être salarié, te remettre, si ça te stresse J'y ai pas mal pensé ces derniers temps, justement, dans toutes mes réflexions. Et je me suis dit, ça peut arriver d'aller un jour passer 2-3 ans pour faire quelque chose. Je ne suis pas complètement fermée parce que j'aime bien aussi quand même le fait d'être aussi focus sur une problématique comme j'ai pu faire pour ma marque. Donc c'est complètement ouvert. Après, je me suis dit, il faudrait que cette mission, du coup, plus salariale, soit assez loin quand même pour qu'il y ait une sorte d'exotisme, tu vois. Alors, on va quitter la chambre, on éteint la lumière. Est-ce que tu as peur du noir? Ou de quoi tu as peur? Non, alors avant, j'avais pas peur, mais maintenant que j'ai un enfant, j'ai trop peur. Ça a changé. Tu me penses à tellement de choses horribles tout le temps une fois que tu as un enfant. Mais avant, non, j'avais pas trop peur. Non, t'as pas peur. On arrive dans le salon. Il est comment ton salon? C'est t'aimes quel genre de déco? Alors, par exemple, j'ai pas vraiment de table basse. C'est un grand sujet, et parce qu'au début, j'étais sûre qu'il me fallait une table basse. Et en fait, non, j'ai une sorte de tabouret en faux béton qui était un tabouret à l'origine, qui est tout petit. Et en fait, je préfère l'idée qu'après avoir que des sortes de tabourets, et puis quand tu t'assois, t'as chacun à son tabouret. Voilà, t'as pas besoin de te pencher tout le temps pour aller chercher ta cacahuète. Voilà. Et sinon, c'est un canapé que j'ai depuis toujours et il est posé sous une grande fenêtre qui est un châssis fixe qui fait 1,80 m, je crois, de long, très long. Et là, du coup, c'est comme un énorme tableau qu'on voit tout le temps. Et j'ai un matelas par terre que j'avais récupéré de ma boutique, puisque dans ma boutique, à l'origine, il y avait un lit. Et un jour, on a enlevé le lit. Et donc, ce petit matelas en mousse, recouvert de fausses fourrures, que Marion Maylander avait dessiné avec ses petits coussins en triangulaires. Ça, je les ai ramenés chez moi et ils sont posés par terre devant le poêle. Et donc, les gens font des siestes incroyables. Et au mur, il y a quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Non, moi, je veux rien mettre au mur parce que je pars du principe que toutes mes ouvertures de mes fenêtres vers l'extérieur sont mes tableaux. C'est des tableaux vivants, du coup. Ah, ok. T'achètes souvent de la déco? Depuis que je suis là, j'ai beaucoup passé de temps sur Internet à diguer, chercher. Dans le Perche, il y a quand même pas mal de brocantes et tout. Mais comme je suis aussi plus maintenant design que broc, c'est un peu dur. Mais ça m'arrive quand même. Et puis surtout, j'aime bien faire des bonnes affaires. Donc ça, c'est un truc aussi qui est important. Et en vrai, on est arrivé, on a un garage qui fait 60 mètres carrés. Il était rempli à ras-bord pendant 3 ans. Donc je me disais, bon, il y a quand même déjà, avant que je rachète des trucs, il faut que je réussisse à vider ce garage. Donc j'achète, mais c'est très rare. On va dire, il faut que ce soit vraiment des choses que j'ai vraiment fantasmées. Et puis j'aime pas avoir des choses non plus trop chères.
Ça, c'est quelque chose qui me stresse aussi. Jamais je mettrais 1 000 € dans une pièce, par exemple. Parce que d'une, moi j'aime bien, je suis très changeante et j'aime bien que ma maison elle puisse être en mouvement, pouvoir plier un truc et le ranger, etc. Et je veux pas de pièces imposantes. Donc je veux que tout soit un peu modulable, empilable, etc. Donc j'ai quand même acheté un fauteuil de Jean Nouvel. Qui était un peu cher mais qui n'était pas à 1000 quand même, dont je rêvais qu'il avait fait pour un hôtel d'ailleurs qui s'appelait le Saint-James, je crois, c'est peut-être pas ça, si c'était ça, vers Bordeaux. Et là j'ai appris qu'ils avaient tout refait l'hôtel, j'étais triste parce qu'il était parfaitement bloqué dans les années fin 80, début 90. Et c'est un petit fauteuil qui a l'assise toute ronde, le dossier tout rond, avec des pieds en métal hyper simple, mais il est rond et sobre en même temps. Il y a des marques que tu aimes bien, que tu pourrais nous citer, ou tu vois, des marques des boutiques dans lesquelles tu rentres et tu sais que ça va te plaire, que c'est ton style? Non, avant j'adorais Habitat. Mais bon, du coup, ça n'existe plus. Mais c'est vrai que j'ai été très Habitat et très Habitat vintage, du coup. Je pense que j'ai encore pas mal de trucs Habitat vintage. Et, mais après, aujourd'hui, en boutique, vu que je suis dans ce truc aussi en termes de prix raisonnable, forcément, tu te fermes quand même pas mal de portes. Parce que après, tout ce qui pourrait me plaire serait très cher. Et en même temps, par exemple, Frama, je me dirais, ah, c'est magnifique. Et en même temps, je me dirais, ah, je suis trop bobo si j'achète chez eux. Donc, du coup, je m'en empêcherais, en fait, d'aller dépenser autant d'argent. Et donc, non, je vais plutôt aller vers des marques qui me touchent, quoi, ou des designers qui me touchent, comme Marion Mailander, puisque tout ce qu'elle fait, j'adore. Il y a Maison Intègre aussi, qui fabrique des pièces comme ça en métal à Ouagadougou, qui sont incroyables. Enfin, je vais chercher plus des histoires et puis des choses qui vont comme ça me toucher. Et c'est plus là où je pourrais en effet me dire, bon allez, on se fait plaisir et je sais que ça sera une pièce que je garderai toujours, ou au pire que je pourrais revendre. Je demande souvent aux invités ce qui est pour eux le mauvais goût, mais alors toi, je sens que ta réponse va être un petit peu différente. Non, c'est marrant parce qu'en effet, on m'a souvent mis c'est pas une étiquette, mais on s'amusait de ça parce que par rapport en tout cas aux accessoires que je pouvais dessiner, vu que je faisais des chaussures en fourrure ou ce genre de choses, il y avait quand même un côté un peu fort et tout. Mais, et donc, je disais ça aussi, voilà, qu'il n'y a pas de bon goût, mauvais goût. Et puis, il y avait cette collab avec Pamela Anderson, où du coup, forcément, quand même, elle avait une image très bariolée à l'époque. On m'a mis un peu ce truc-là, mais en vrai... et puis, je pense qu'il y a l'humour aussi. Mais par contre, en termes de déco, j'avoue, non, je suis pas du tout dans le mauvais goût. Enfin, je suis assez intolérante. Qu'est-ce que tu trouves qui est de mauvais goût, par exemple? J'ai l'impression que tout est de mauvais goût. Voilà, c'est un peu plus ça. Dans la déco, c'est marrant parce que c'est très différent de la mode. La mode, je trouve que tu peux faire vraiment ce que tu veux. Parce que peut-être ça appartient, c'est très personnel, c'est quelqu'un qui porte. Et je me dis, bon, voilà, s'il sent bien là-dedans, tant mieux en fait. Donc du coup, je suis très tolérante sur les habits. Mais alors sur la décoration, j'ai toujours un avis. Et en règle générale, c'est aussi la raison pour laquelle je passe des heures et des heures quand je viens à Paris à chercher un hôtel, parce que tout me pique les yeux. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et donc oui, donc non, moi je suis plutôt pour la sobriété maximum. Et puis on vit aussi maintenant dans un pays où tous les petits hôtels de campagne se sont plastifiés, j'ai envie de dire, ou avec trop de papier peint pas beau, ou alors avec des chaises en plastique vert pomme. Tous les fronts de plage, c'est la même chose, tout est en plastique. Je suis devenue très intolérante au plastique. Oui, qu'est-ce que tu trouves moche, dis-moi, en déco, dans un salon, tu vois, t'arrives chez des amis, tu te dis, oh ça, vraiment, j'aime pas. Chez des amis, en règle générale, j'ai de la chance. Ils sont plutôt dans... Voilà, ça va. Franchement, ça va. Je serais tolérante s'ils sont très brocantes. C'est pas mon style. Mais bon, du coup, c'est pas grave. Ça sera leur style à eux. Et déjà, c'est... Mais oui, le côté très plastique, le papier peint, couleur sur les murs... Ouais, ça, j'ai trop de mal. T'aimes pas. Quel regard t'as sur le monde de la déco, du design, toi qui n'es pas encore au cœur de ça? Moi, je vois qu'il y a plein de choses incroyables. En tout cas, moi, je regarde beaucoup les jeunes. Après, il y a forcément des vieux de la vieille que j'aime bien, mais, ou des femmes qui ont fait des choses incroyables, etc. Mais en tout cas,
là, de tout ce que j'ai pu recevoir, on va en parler après pour Maison et Objets, bah oui, pour le coup, je suis plutôt très rassurée. T'es rassurée de quoi? Bah parce qu'aujourd'hui, il y a quand même aussi beaucoup, c'est comme dans la mode, hein, beaucoup de marques qui font pas du tout les choses bien, qui s'en fichent complètement des matériaux qu'ils utilisent, etc. Et c'est comme dans la mode. Et les jeunes dans la mode, en effet, eux, se disent pas, on va lancer une marque qui n'est pas un minimum sustainable ou qui fait pas un minimum bien les choses. Et là, dans tout ce que la jeune génération, en tout cas, ils ont tous une approche hyper intelligente, euh, hyper clairvoyante aussi, je trouve, sur le monde qui les entoure, un peu dans ce truc, voilà, comment faire le minimum possible. Parce qu'en fait, c'était aussi, moi, ma question, quand tu es une marque, en vrai, même si tu te dis être une marque éthique ou je sais pas quoi, tu mets quand même au monde des produits, en fait. Donc, si tu veux être totalement éthique, ferme boutique, c'est mieux. Est-ce que l'hospitality, c'est un thème aussi? Je crois qu'il y a l'hospitalité, donc tout ce qui est autour de l'accueil, je sais, hôtellerie, L'hébergement, quoi. hébergement, ouais, voilà. Ouais. C'est un thème qui te plaît bien aussi, je crois. Ouais, bah, moi, en fait, j'ai beaucoup... bah, du coup, dans cette obsession un peu pour c'est plus l'expérience. Voilà. Moi, en fait, je pense que comme je me disais pas matérialiste, et je pense que je le suis pas, mais du coup, c'était hyper bizarre. T'es pas matérialiste, t'as une marque de chaussures et sacs, et donc t'es obligé que les femmes achètent tes sacs et tes chaussures pour vivre. Tu vois, c'est un peu bizarre. Et en fait, moi, je me dis, moi, ce que je rêverais de vendre aux gens, c'est plutôt une expérience, c'est un souvenir, c'est une sensation, et pas acheter un produit trop cher, en fait. Et donc, ça m'est venu très vite, hein. C'était à peu près en 2019 où j'ai voulu racheter un hôtel. Et puis bon, c'était pas de toute façon du tout le moyen dans ma vie professionnelle à ce moment-là déjà. Et après, ça m'est revenu il y a quelques années aussi de monter des hôtels. Et en fait, j'ai réalisé que je n'avais pas envie de les monter moi. Mais ça, c'est un truc que je n'avais pas encore... j'avais pas mis le doigt dessus. Et il y a 3 ans, j'ai fait, mais en fait, pas du tout. J'ai envie de faire des hôtels, mais je veux pas que ce soit les miens. Parce que je n'ai pas envie du tout d'être dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. Donc, mais oui, créer de l'expérience. Donc, tu crois que tu auras un hôtel un jour ou pas forcément? Bah, en Ou tout cas, t'aimerais j'espère bien qu'un en jour, penser je pour pourrais d'autres? accompagner des groupes hôteliers, etc. Complètement. Ouais. On va passer à ton bureau. Tu nous as fait un petit laïus dessus tout à l'heure. Donc, tu as un coin bureau dans ta chambre, c'est ça? Ouais. Qui est très minimaliste. Bah, c'est juste une petite planche, voilà, toute blanche. Je lui ai fait quand même un petit angle. Tu vois, je voulais pas avoir un rectangle. Je trouvais pas ça feng shui dans la pièce. Et du coup, j'ai juste coupé, on a raboté dans l'angle, on a coupé une ligne droite, parce que j'aime pas les arrondis non plus. Et autour de ça, j'ai mis un petit... comment on appelle ça? Un linge blanc un peu avec de la dentelle vintage, quoi, qui piné comme ça tout autour pour cacher le pied qui est finalement un tiroir à roulettes, quoi, dans lequel je mets mes crayons. Dans le deuxième tiroir, les trucs à régler administratifs. Et après, troisième tiroir, un album photo pour ma fille qu'il faudrait que je fasse, que j'ai jamais le temps de faire. Enfin, ce genre de choses. Et après, j'ai mis pareil, j'ai juste pris un bout de lin blanc que j'ai fait surjeter et j'en ai accroché 2 comme ça dans un renfoncement pour pas qu'on voit jamais du coup tout mon bazar, mes classeurs de factures ou ce genre de choses, enfin le côté très administratif. Et il y a l'imprimante qui est cachée là. Voilà, donc tout est caché. Je veux plus voir de bureau dans ma vie. Alors, dis-nous, sur quoi tu as travaillé pour Maison et Objets? Donc Maison et Objets m'ont appelé pour donc faire la DA. Ils disent la DA de... Oui, qu'est-ce que la DA? Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est sûr que j'ai pas fait la DA de Maison et Objets du tout en général. Ce que j'ai fait, c'est l'affiche, la DA de l'affiche, qui du coup signe un peu pour eux un renouveau, puisque maintenant ils veulent que chaque mois de septembre, ils aient un curateur qui vienne et qui soit un peu leur tête d'affiche et qui va du coup signer l'affiche. En plus de cette affiche, le curateur doit curater un espace. Donc là, en l'occurrence, c'est un espace de 150 mètres carrés où donc, du coup, je dois sélectionner la majorité des exposants. Après, j'ai une partie Design Week et ensuite, j'avais quand même le droit à un pourcentage qui soit des personnes que j'aime pour pouvoir bien raconter ce que j'avais envie de raconter.
Et cette maison, du coup, c'est une maison. Et ça remplace, en fait, l'espace tendance. Je pense, enfin, de tous les salons, de toutes sortes qui existent. D'ailleurs, il y a toujours cet espace tendance, cet endroit que tu vas au début pour prendre un peu comme ça ton inspiration. Et ça remplace ça. Donc, mais c'est pas du tout tendance, puisque c'est très personnel. Mais ça vient, voilà, mettre en lumière certains exposants et ma vision, du coup, de ce que doit être une maison. Et donc, c'est pour ça qu'on a choisi de faire une maison, du coup. D'accord. Et est-ce qu'il y a des messages que tu as envie de faire Il y a passer? beaucoup de messages. Déjà, c'est une maison qui n'est pas terminée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette notion-là. Pourquoi est-ce qu'on doit finir une maison? Pourquoi on doit terminer la déco? Pourquoi on doit avoir acheté toutes les lampes parfaites qu'on s'imagine avec les bonnes tasses, les bons couverts, etc. Je pense qu'on est inondé de maisons parfaites, que ce soit dans AD, toutes ces vidéos avec les stars qui trouvent leur intérieur, qui sont à tomber, qui sont figés, qui sont parfaits. Enfin, on vit dans un monde comme ça, voilà, où on te montre que de la perfection. Donc on faisait ça on le voit à travers les filtres pour soi-même, mais maintenant on le voit beaucoup pour les intérieurs aussi. Et pour moi, c'est bizarre, puisque un être humain est en perpétuel mouvement, changement, et pourquoi est-ce qu'il devrait avoir une maison figée? Et moi-même, j'ai vécu 15 ans dans le même appartement à Bastille, et mon appartement a connu 30 vies, parce que tous les 6 mois, je changeais tout. Donc voilà, donc je viens questionner ce truc-là. Donc la maison, elle a un côté comme ça pas fini dans sa construction, dans sa curation, dans les objets que du coup j'ai choisis. Il y a beaucoup d'objets qui sont pas terminés, ou des objets qui te donnent l'impression qu'ils sont pas terminés mais qui sont terminés. Des objets qui te permettent aussi de voir la main, parce que je trouve que dans le côté pas terminé, il y a le côté en construction, et tu vois du coup comment est fabriqué quelque chose, et les gens sont de plus en plus sensibles aussi à ça, je pense, de voir la main, de comprendre. Et voilà, et du coup tout ça est un peu... tout ça dans l'idée aussi qu'aujourd'hui, ta maison, c'est un peu ton nouvel habit. Et moi, je l'ai vachement ressenti quand je suis partie vivre à la campagne. C'est que la perception que les gens ont de toi, elle change complètement suivant là où tu vis, suivant ton environnement. Et donc voilà, donc il y a plein de choses. Et donc quand on rentre dans cette maison, on rentre par la chambre. Donc d'ailleurs, chez moi, c'est un peu la même chose. C'est quand même l'entrée, mais c'est tout de suite la chambre. Et là, on rentre tout de suite par la chambre où on est accueilli par moi. Donc j'en dis pas plus, mais virtuellement. Et donc, tu es dans ma chambre bureau. Et ensuite, tu arrives dans la salle de bain. Pareil, qui est comme s'il y a un trône qui est posé en plein milieu, comme si c'était pas fini. Mais c'est voulu qu'il soit là. Enfin, il y a plein de surprises. Et ensuite, tu es dans la cuisine, salle à manger. C'est pareil, il n'y a pas la gazinière, etc., etc. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tu te rends compte... surtout, on a beaucoup d'acteurs... qui te montrent des recettes aujourd'hui. Et ils sont pas dans une cuisine parfaite. Ils prennent leur petite grille qu'ils mettent sur une table au milieu simple. Et en fait, tu te rends compte que tu peux cuisiner de plein de façons. Donc, ça vient aussi un peu questionner ça. Est-ce qu'une cuisine doit vraiment ressembler à une cuisine? Et ensuite, ça se termine par le salon. Et parce que l'affiche, je ne l'ai pas encore j'en ai pas trop parlé, mais sur l'affiche, il y a une théière en forme de maison, puisque je voulais faire un peu un clin d'œil au côté maison et objet. Donc, je cherchais un objet qui ressemble à une maison. Et donc, j'étais tombée sur cette théière en forme de maison de la céramiste Blumen. J'ai été tombée là-dessus à la fête Anticipation. Et quand j'ai voulu faire l'affiche, j'ai voulu prendre en photo cette théière. Et elle ne l'avait plus, parce que c'était un modèle unique. Et c'est là que je lui ai proposé qu'on fasse retravailler une intelligence artificielle sa théière, que ça fasse une sorte de cadavre exquis, et qu'elle, elle puisse ensuite la réaliser pour le mois de septembre. Et donc, cette théière se retrouvera au salon. Et l'affiche disait « Amélie Huchard vous invite à passer au salon ». Du coup, je vous invite à passer au salon. Oui, mes objets, mais aussi au salon, dans mon salon. Et où on trouvera du coup la théière. Et comme un peu la cerise sur le gâteau. Et elle sera vendue aux enchères, du coup, pour Blumen pendant la durée du salon. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'IA? Je fais une petite parenthèse, comme tu l'as évoqué. Bon, je pense que de toute façon, c'est un peu comme tout dans la vie. Hein. Aujourd'hui, il y a des démons partout, dans toute vie moderne. Voilà, on le voit de toute façon déjà avec les téléphones, etc. Tout est dangereux en soi. Donc, l'IA, je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'elle est pratique pour des choses.
Est-ce qu'elle remplacera totalement qui on est? J'espère pas. Mais après, Toi, tu l'utilises? Moi, je l'utilise, ça m'arrive, ouais, carrément. Pour faire quoi, par exemple? Par exemple, alors un truc que j'adore faire avec l'IA, c'est faire des récaps de réunions. Je vais sortir de 2 heures de rendez-vous et en fait, je vais lui raconter ma vie, je vais lui raconter tout ce qu'on s'est dit et après, elle va me faire le récap. Et en ça, du coup, c'est ma secrétaire, en fait, on va dire. Donc, je travaille plus là-dessus. Parce qu'après, dès que je lui demande de m'écrire des textes, ils sont pas possibles. Mais c'est genre horrible. Elle me met toujours les mêmes mots. Le manifeste, je sais pas quoi, de je sais pas quoi. Et donc, les textes, non. Et après, si par exemple, pour illustrer un dossier, je lui demande de faire des images parce que il y a plein de clients qui ont besoin de voir et je me dis mais comment ils faisaient avant parce qu'en fait les gens ne pouvaient pas non plus s'amuser à faire des 3D de tout en fait. Et moi ça m'est déjà arrivé de faire des croquis pour des clients parce qu'ils comprenaient pas une campagne que je voulais leur vendre et j'ai dû tout dessiner parce que je n'utilisais pas l'IA à ce moment-là, donc là peut-être que je l'aurais utilisé du coup. Mais après, et là du coup on l'a utilisé pour l'affiche et c'était pas gratosité, c'était vraiment d'aller aussi questionner ce rapport. Au début Bloomen elle n'allait pas du tout pour l'IA. Et du coup, c'était aussi marrant de voir un peu comment les deux allaient pouvoir travailler ensemble, disons. Et qu'est-ce que l'IA allait sortir quand on allait lui envoyer la photo de la théière qu'elle avait faite. Et puis, en fait, au final, elle se rend compte que l'IA ne fait rien, puisque c'est toi qui lui demandes tout ce que tu veux qu'elle fasse. Et donc non, faut savoir s'en servir, quoi. Faut pas non plus donner sa vie pour l'IA. Oui, tu es en attente de voir comment. Toi, donc là, fais une grosse curation dans le monde de la déco. Est-ce que ça va peut-être te donner envie de switcher, de passer de la mode à la déco, ou tu vas concilier les deux? Comment t'imagines Très clairement, je suis sortie de la mode déjà. Ça fait longtemps, je pense. Oui, voilà. Pour toi, tu es sortie de la mode. Ouais, totalement. Il y a déjà plusieurs années où quand j'ai commencé à faire des collabs plus autour de l'artisanat, d'objets, que ce soit de la céramique, plein de choses, même quand j'ai fait une galette des rois avec la chef Zelica de Caro Diario et avec Emma Bruchy, où elle m'avait fait les couronnes en paille et où on a fait faire les fèves par Gigi Van Pan, qui sont trop drôles, c'est que des petites fèves un peu débiles. On avait caché que des fèves un peu uniques, et les gens étaient tombés sur une dent à la place d'une fève, ou un mégot écrasé, ou ce genre de choses. Oui, en fait, moi, je pense que ça fait très longtemps que j'ai plus envie de faire de la mode. Après, qui était pour moi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai quand même des clients qui y sont. Ça me gêne pas. Enfin, il y a quand même toujours un truc qui me plaît là-dedans, mais je le voulais plus pour moi, en tout cas. Voilà. Mais clairement, oui, aujourd'hui, je suis plus dans le côté... En fait, ce que j'aime avec les clients que j'ai qui sont dans la mode, c'est qu'on va quand même être très autour du produit. On va dire que ce que j'aime pas, c'est juste faire de la mode pour de la mode. Ça m'intéresserait pas du tout de travailler pour une marque qui fait des défilés, par exemple, et qui veut juste faire des jolis défilés. Je suis pas styliste dans ce truc-là. Moi, ce que j'aime, c'est si j'accompagne des marques, ça va être... comment on va trouver les meilleurs artisans avec qui ils vont travailler, comment on va mettre en avant le travail qu'ils font. Il faut qu'il y ait quand même du fond, quoi. À quel moment de ta vie t'as le plus travaillé ? Je pense que depuis toujours, je travaille trop. Même quand j'ai cru que j'arrêtais un peu, non, puisque du coup, j'étais tout le temps en réflexion, en fait. Qu'est-ce que je vais faire si j'arrête, etc. Et donc, du coup, ça nécessite encore plus de travail. Donc, je pense que c'est toujours. Aujourd'hui, je travaille énormément le soir. Depuis que je suis maman, mon agenda s'est tellement réduit que du coup, maintenant, j'ai l'impression de courir après le temps. Donc, j'ai l'impression aujourd'hui de travailler encore plus qu'avant. Mais au final, j'ai quand même toujours travaillé. Mais c'est ça qui est drôle aussi, c'est que je dis toujours qu'il faut vivre plus que travailler. Mais je pense que comme c'est un métier de passion, vu que c'est créatif, ce que je fais, c'est aussi pour ça que je voulais plus être entrepreneuse, parce que je voulais plus être polluée par que la partie stressante de l'entrepreneuriat. Mais finalement, oui, s'il faut travailler tous les soirs de mon lit pour faire un truc créatif, ça me va aussi. Pour toi, c'est du travail ? C'est du travail, mais complètement. Comme tu dis que tu es vraiment créative. Ouais, mais qui me plaît, voilà. Donc, je rechigne pas, j'ai pas la boule au ventre et je suis toujours contente. On va passer à la cuisine. Est-ce que tu aimes cuisiner ? Du tout. Du tout, voilà. Non, alors j'aime beaucoup qu'on cuisine pour moi. J'aime beaucoup dire que c'est pas bon, alors que c'est pas moi qui a cuisiné. Ça, c'est mon mari, le pauvre. Mais non, alors c'est drôle, j'ai l'impression que je commence à retrouver la foi, là, en ce moment.
Je reprends plus les rênes de la cuisine, mais peut-être parce que je me suis libérée de soucis aussi, et que donc c'était trop, j'avais trop de choses à penser. Alors cuisiner, déjà que je cuisine pour ma fille, j'avais pas le temps de cuisiner pour moi. Donc la seule chose que je fais, c'est des crêpes. Et est-ce que tu aimes recevoir? J'adore recevoir, mais il faut surtout pas que je cuisine par contre. Pas que Ta cuisine, elle ressemble à quoi? Tu disais tout est ouvert chez toi. Ouais, c'est une sorte de U. La cuisine, quoi, avec un évier qui est face à, encore une fois, une énorme fenêtre qui fait du coup presque 3 mètres de haut et qui est vue sur la forêt. Et dans ma cuisine, il n'y a pas de frigo. Il n'y a qu'un mini frigo vitrine qui est encastré. Ça, c'est le truc qui surprend toujours les gens. Ils font, mais c'est trop pas con. C'est vrai que c'est tellement moche, un frigo. Ça prend toute la place, surtout dans une cuisine ouverte. Et en fait, nous, on a... Donc, cette pièce est très ouverte. Et il y a il y a plusieurs baies vitrées. Et il y a une baie vitrée qui donne sur la façade nord, qui est une sorte de terrasse où on a mis un rocking chair, par exemple, tu vois, un peu à l'américaine, qui donne sur le potager. Et là, du coup, sur cette terrasse, on a mis les frigos et les congélos. Donc, on a un frigo et un congélo d'ailleurs, et on met le tri ici pour le verre, le papier. Donc, tous les trucs moches, ils sont cachés. Et surtout qu'en plus, j'avais jamais eu de congé à Paris. Mais maintenant que j'habitais à la campagne, je passais mon temps à faire les courses, parce que j'avais pas cette habitude de faire le plein. Et donc, maintenant que j'ai un congé, je peux tout congeler ce que je veux. J'apprends ça aussi, c'est assez drôle. Ou même les fruits, là, on va avoir plein de mûres. On se dit, bon, on va pouvoir s'en garder pour l'hiver. Donc, l'hiver, quand même, vu qu'on mange que de saison et que local, au bout d'un moment, l'hiver est très long quand même. Est-ce que tu... Donc, t'aimes pas trop recevoir, mais est-ce que tu... Si, j'aime recevoir, mais pas cuisine. Non, alors attends, je mélange tout. Tu n'as pas ta table basse, mais alors quand tu reçois, tu fais une jolie table ou comment ça se passe? Oui, alors c'est ça qui est marrant, c'est qu'avant, quand j'étais à Paris, je recevais beaucoup et je recevais que au salon. Et j'étais la pro de l'apéro dînatoire, justement, vu que je ne vais pas cuisiner. Et on était avachis au salon, les gens adoraient venir chez moi et tout. Il avait des bonnes vibes, cet appart. Et maintenant, qu'on a fait cette table qui fait 3 mètres de long, qui est au centre, etc., on est tout le temps à table. Les gens ne vont jamais au salon et des fois, ils le disent quand ils se posent sur le canapé et qu'ils le trouvent archi confortable. Ils font, mais on va jamais ici chez vous. Mais souvent, parce que les enfants vont là, en fait. Ils vont sur le matelas parce que c'est un peu le terrain de jeu aussi des enfants. Et puis nous, on est là sur la grande table. Donc tu reçois différemment, tu dirais que est-ce que tu reçois le même genre de personnes? Qu'est-ce qui a évolué justement dans la manière de recevoir maintenant que tu es à la campagne? En effet, avant, je recevais quand même... c'était très mélangé boulot. Je recevais pas mal quand même de personnalités ou de gens. Maintenant, c'est plus vraiment des potes ou des gens... peut-être qui étaient plus boulot, mais où on a des grosses affinités quand même. Si tu faisais un dîner avec 6 personnalités, qu'elles soient décédées ou encore en vie, qu'elles soient connues ou pas, qui seraient-elles? Alors, déjà, j'aimerais bien que Pamela revienne. On n'en a pas parlé, mais tu as travaillé avec Pamela Anderson. Et donc, je me disais, j'aimerais bien Pamela Anderson parce que, quand même, on a quand même ce truc où on est quand même très souvent très connectés, de toute façon, depuis toujours. Et donc, maintenant, elle habite dans la nature, elle ne se maquille plus. Et donc, j'aimerais bien qu'elle vienne dans ma nature. Et puis elle est très drôle. Donc, j'ai quand même envie d'inviter que des personnalités fortes et un peu drôles. Donc, Pamela, clairement. Après, je m'étais dit Fran Lebowitz, puisque du coup, c'est une personnalité que je trouve incroyable. Et je me dis, c'est bien aussi d'avoir une intellectuelle avec nous et qui n'a pas la langue dans sa poche. Et donc, j'adorais. Il n'y a que des Américaines, tu vas voir. Ensuite, Whoopi Goldberg, puisque c'était un peu ma star quand j'étais gamine. J'ai regardé je sais pas combien de fois tous ces films, que ce soit Ghost ou Jumping Jack Flash, j'adorais. Et pareil, c'est une militante. Bon, en gros, je prends que des femmes qui sont des militantes, tant qu'à faire pour ce dîner. Ensuite, Charlotte Perriand, parce que voilà, j'ai pris aussi que des... Je pense qu'à inviter que des personnes tournées nature, c'est marrant, c'est ça qui est le truc qui me vient. Mais bon, Charlotte Perriand qui était quand même très tournée vers la nature, évidemment, pour la déco et tout. Mais je pense qu'il y aurait plein de choses à se dire sur la façon de vivre et tout dans la nature. Dolly Parton, parce que ma fille, ça c'est de ma faute, elle est fan maintenant de Dolly Parton, elle a 3 ans. Mais voilà, et ma fille s'appelle June, et c'était par rapport à June Carter, la femme de Tommy Cash.
Et en fait, je m'étais dit, je veux que ma fille soit une chanteuse de country. Et du coup, maintenant qu'elle adore Dolly Parton, je suis trop contente. Je me dis peut-être qu'elle va finir chanteuse de country. Donc Dolly Parton. Et après, je me suis dit Georgia O'Keeffe. Parce que j'étais allée au Nouveau-Mexique, sur ses terres. Bon, pour tout ce qu'elle a fait, encore une fois, dans l'environnement dans lequel elle a vécu. Vraiment, c'est tellement inspirant. Donc, j'aimerais bien qu'elle me raconte plus. Et voilà, et après, j'aimerais bien une copine à moi qui s'appelle Marilou, ma copine Marilou, vienne, parce que c'est quand même cool de partager. Avec une copine. Voilà. Sympa. On va passer à la salle de bain. Est-ce que tu passes du temps dans la salle de bain? Je me disais ça, c'était hier, justement, quand j'avais pas ma fille à la maison, et où je me suis dit, c'est fou ce que ta matinée est tellement différente une fois que tu as des enfants. Où là, quand tu es sans enfants, tu peux vraiment tellement penser à toi, à bien réveiller ton corps le matin, à bien aller faire tes trucs. Moi, mon truc en ce moment, c'est de faire du brossage de corps pour drainer, et puis la thyroïde, tout ça. Là, après, un peu cher après l'accouchement. Et donc, du coup, je me dis, je prends pas assez de temps de squatter ma salle de bain, alors que j'adore, j'en ai deux. J'en ai une où il y a une baignoire. C'est vraiment mon truc où j'ai mes bougies. J'ai mis un miroir au pied de la baignoire. Parce qu'on ne pouvait pas la mettre dans le sens que c'est une miroir que j'avais acheté sur le Bon Coin et qu'il fallait qu'elle soit dans ce sens-là. Mais du coup, je trouvais ça frustrant de ne pas voir la forêt. Je me disais quand même, j'ai une baignoire si je ne vois pas la nature. Et donc, j'ai mis un miroir au pied pour voir la glace derrière, comme Dali avait fait dans sa maison à Caracas. Et c'était une bonne inspiration, ça. Oui, il s'était mis à un endroit où il avait un miroir pour voir la mer ou le coucher de soleil. Et après, j'ai une douche que j'aime trop, où ma passion, c'est d'ouvrir ma fenêtre quand je me douche, parce que là, je me douche vue sur la nature. Ouais, donc j'allais dire douche ou baignoire, les deux. Ouais. Question à 500 000, est-ce que tu as un pèse-personne? Oui, mais ça, c'est à cause de mon mec. C'était le sien, et du coup, on l'a gardé. Ouais. Tu as un style qui est très assumé. Quelle est ta vision de la féminité? Je pense que j'ai été remplie de clichés. Parce que moi, ma vision de la féminité, c'était Pamela Anderson quand j'avais 9 ans. Donc je me suis complètement bouffée que de la bimbo quand j'étais gamine. Et il n'y avait que ça qui m'intéressait. Et il n'y avait que les grosses poitrines qui m'intéressaient. Je voulais avoir une grosse poitrine parce que je me disais, si j'ai pas une grosse poitrine, je ne serais pas une femme sexy. Et donc, je pense que... Et à l'âge de 14 ans, je me suis décoloré les cheveux en blond. Donc ouais, j'ai vraiment tout un énorme stéréotype pour moi de la féminité. Et au final, j'ai pris le pas complètement inverse. C'est-à-dire que, bon, je me suis pas fait faire les seins. Je me maquille pas, quasiment. Et maintenant, d'ailleurs, j'arrête de me teindre les cheveux aussi. Avant, j'ai teigné en roux tout le temps. Donc, je pense que en fait, c'est juste, je sais pas, je dirais un truc à la con, se sentir bien. Voilà. Ouais, t'as pas, c'est pas un sujet Non. en soi. Si tu te regardes dans le miroir, tu te vois où dans 15 ans? Eh ben, j'aurais tendance à vouloir le savoir, parce que alors j'adore faire tous les ans mon thème astral pour savoir, voilà, ça c'est un peu ma passion. Et par exemple, cette année, j'ai pas voulu le faire. Et je crois que je commence un peu à me détacher de tout ça, où avant c'était très fort pour moi, ce qu'on allait me dire, savoir où je devais aller, comment, etc. Et maintenant, je crois que j'ai envie de lâcher totalement prise de ça et me dire que potentiellement, de toute façon, personne ne le sait. Et qu'en fait, je ne sais pas où je serai à l'âge de 60 ans et c'est super comme ça. Ce sera qu'une vie de surprise, du coup. Ouais. On a fait le tour de la maison. Est-ce qu'il manque une pièce? Est-ce qu'il y a une pièce que j'ai pas j'ai fait les pièces principales. Est-ce qu'il y a une pièce dont tu aurais envie de parler? Un petit coin? Non, j'ai parlé de mon garage tout à l'heure, parce qu'il est très important. À l'origine, je voulais vraiment vivre dans mon garage. Parce que Georgia O'Keeffe, justement, il y a une photo de son garage qui est incroyable. Et je pense que j'ai toujours, moi, fantasmé le garage. Bon, déjà, on a un double garage à l'américaine, là, avec les doubles portes. Donc ça vient réconforter un peu ma passion pour les séries télé américaines. Je pense que oui, j'aime l'idée qu'un jour, je pourrais bricoler dans mon garage. C'est un peu un fantasme. Donc, je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de faire ça. Dernière question un peu culte dans ce format. Est-ce que tu as un snobisme? Je pense que j'en ai plein. C'est marrant parce que j'ai des potes qui disent pas du tout, mais si en fait, je pense que alors un truc qui est très compliqué, c'est que je pense que ça c'est du snobisme, c'est que je peux pas manger n'importe où. Il faut que là où je vais manger,
la déco soit maille à l'œil. S'il y a le moindre truc qui me choque, limite, je vais manger, je vais avoir mal au ventre. Je vais somatiser dans ce sens-là. Donc déjà d'une, je bois que du vin nature, je vais dans un endroit où il n'y en a pas, ça va pas me plaire. Donc ça, c'est un snobisme, clairement. Mais alors la déco, c'est un truc de dingue. C'est qu'il me montre on va parler de la chaise en plastique vert, hein, sur une table en plastique comme ça, où tout est moche et où il y a de la techno. Horrible. Ce sera un calvaire pour moi, je préfère pas manger. Oui, mais de toute façon, tu n'y vas pas dans ces endroits-là. Non, mais des fois, tu n'as pas le choix. C'est quand tu es à la campagne ou je sais pas quoi, et puis avec des gens qui, eux, sont moins snob que toi, ça m'arrive. Et ben là, c'est là où je me rends compte, du coup. Que tu l'es un peu. Voilà, exactement. Bon, merci beaucoup, Amélie. Merci à toi. Bonne chance, non, on dit pas bonne chance pour Maison et Objets, on dit quoi? On va venir te voir, en tout cas, et on va faire circuler des photos parce qu'on a hâte de voir. Merci beaucoup, Amélie. Merci à toi. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouver tous ceux qui ont déjà été enregistrés. N'hésitez pas non plus à le partager en l'envoyant à vos proches qui pourraient être intéressés ou en story Instagram. D'ailleurs, on peut se retrouver sur le compte Décodeur où je poste très régulièrement. Et si jamais vous avez 15 secondes, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles ou un avis. C'est juste sous la liste des épisodes. Non seulement ça me fait très plaisir, évidemment, mais dans la jungle des podcasts, plus on a de notes, plus on se fait remarquer, ce qui est très important pour moi. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.